L'hôtel des Invalides constitue l'un des plus grands chantiers de Louis XIV avec le château de Versailles. Au milieu du XVIIe siècle, les blessés de guerre, issus pour la plupart de la guerre de 30 ans, diffusent une image négative de la monarchie. Souvent vagabonds mêlés aux rixes de rue, Louis XIV souhaitait leur donner une demeure. Pour l'époque, c'est une révolution sociale. L'hôtel des Invalides, c'est un établissement d'une certaine façon d'inspiration religieuse, mais c'est la première fois qu'on a un établissement de cette taille, une institution de cette taille qui soit laïque. Et c'est la première institution par laquelle l'État s'empare du domaine social, et c'est l'ancêtre de toute cette action sociale de l'État qui va se développer en fait surtout au XIXe et au XXe siècle, qui est devenue une des missions majeures de l'État. Mais dans l'ambiance du XVIIe siècle, c'était quelque chose de très neuf, parce que la fonction principale de l'État jusque-là, c'était la guerre. L'édit royal de Louis XIV est prononcé en 1670, rendant officiel ce chantier, pour que ceux qui ont exposé leur vie et prodigué leur sang pour la défense de la monarchie passent le reste de leurs jours dans la tranquillité. La décision prise, il faut alors trouver un vaste espace inoccupé, relativement plat. Le site de la plaine de Grenelle est alors choisi. À l'époque, faubourg de Paris, le site présentait des avantages. Il est localisé aux portes de Paris et surtout proche de la Seine, ce qui permet d'assurer une voie de ravitaillement. Le marquis de Louvois, alors secrétaire d'État à la guerre, est chargé de la réalisation du projet. Il choisit comme architecte Libéral Bruant, considéré de nos jours comme un maître du style classique. Il réalise les plans des bâtiments principaux, avec en son cœur la cour d'honneur. Cette cour, la plus grande de toutes celles qui composent l'hôtel, abrite aujourd'hui 60 canons classiques français, fabriqués en bronze. Les travaux vont vite. En 1671, le chantier démarre, et dès 1674, les premiers pensionnaires arrivent. L'édifice sera terminé en 1706, après plus de 30 ans de travaux. L'hôtel est alors terminé, 30 ans de travaux marqués par les affrontements entre Libéral Bruant et le marquis de Louvois. Libéral Bruant est disgracié en 1676 par Louvois, pour des raisons qui restent mal définies. On a parlé de retard dans les travaux, mais c'est pas évident, parce que les travaux ont été menés assez rapidement. Y a-t-il eu des malfaçons? Y a-t-il eu une évolution du projet architectural? C'est une question encore débattue. Enfin, toujours est-il qu'il est disgracié, et il est remplacé par un nouveau venu, qui s'appelle Jules Ardouin Mansart. Jules Ardouin Mansart est le petit-neveu de l'architecte François Mansart. C'est encore un jeune architecte et qui travaille depuis 2 ans pour le roi seulement, en 1675. Et c'est lui qui va construire l'église des soldats, donc une église avec une longue nef. Et il va rajouter à cette église, de plan assez classique, assez ordinaire, une seconde église, qui elle est une église de plan circulaire, coiffée d'un grand dôme, qu'on appelle de nos jours l'église du Dôme, et où de nos jours il y a le tombeau de Napoléon. On peut déceler dans l'architecture des hommages au roi Soleil. La conception monumentale de la façade nord est une affirmation symbolique de la monarchie et de Louis XIV. Au centre de la façade, la sculpture réalisée en 1734. Elle montre Louis XIV en impérateur victorieux. Les trophées, sculptés autour des fenêtres tout au long de la façade, ainsi qu'autour de la cour d'honneur, en témoignent également. Libéral Bruant fera aussi les plans de l'église des soldats, mais ce sera son successeur, Jules Ardouin Mansart, qui réalisera l'église du Dôme. Le Dôme est l'une des plus belles réalisations architecturales de Paris. Haute de 101 mètres, elle fut pendant longtemps la plus haute construction parisienne. Aujourd'hui, seule la tour Eiffel, la tour Montparnasse et l'Arche de la Défense le dépassent. Au sommet du dôme, des trophées, pour rappeler le côté militaire du monument. Pour l'époque, ce type de réalisation est une véritable prouesse technique. D'abord construit pour permettre l'entrée au roi sans se mêler au peuple, le dôme est devenu au fil des siècles une nécropole, un panthéon militaire. C'est Bonaparte, lorsqu'il n'est pas encore Napoléon, donc le premier consul Bonaparte, qui transforme cette église en un panthéon militaire de la France. Dans un premier temps, en 1800, on faisait venir la dépouille du maréchal Turenne. 2 ans après, 1802, en faisant placer un monument funéraire contenant le cœur de Vauban. Et lui-même, en effet, en étant le 3e personnage, a priori, sans qu'il le sache lui-même, qu'il ferait partie de ce panthéon militaire, car la seule citation de Napoléon
précisant ce qu'il devrait advenir après son décès est la suivante. « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Une phrase relativement floue tout de même, sur les bords de la Seine. En tout cas, Napoléon n'a jamais précisé de manière expresse, disons, qu'il souhaitait être à Paris, d'une part, et d'autre part, aux Invalides en particulier. Donc, dans un premier temps, on place le simple cercueil de Napoléon dans l'une des chapelles latérales qui se trouve au-dessus de nous, le temps que divers architectes présentent leurs projets architecturaux, qu'en l'occurrence ce soit les projets de Visconti qui sont retenus. Visconti qui prévoit la réalisation de cette crypte, car la crypte dans laquelle nous sommes, elle n'existait absolument pas à l'origine, ainsi que la réalisation de ce tombeau que l'on pourrait qualifier de monumental, disons. En tout cas, les travaux sont extrêmement longs et dureront à peu près 20 ans. Le tombeau que vous avez devant vous ne sera donc inauguré qu'en 1861, soit 20 ans de travaux et soit finalement 40 ans après le décès de Napoléon. Après Napoléon, d'autres auront leur tombeau au sein du dôme. C'est le cas du maréchal Lyautey, grand acteur militaire en période coloniale. Un autre maréchal repose sous le dôme, le maréchal Foch. Devant nous repose le maréchal Foch, haut personnage militaire de la Première Guerre mondiale, généralissime, qui commandait l'ensemble des forces alliées en 1918. Maréchal de France, de Grande-Bretagne mais également de Pologne, donc 3 bâtons de commandement pour le maréchal Foch. Un monument qui est fort en symbole, comme vous pouvez le constater, le maréchal Foch étant représenté au sommet de ce monument funéraire, mort, gisant, porté par ses soldats, les poilus, qui portent d'ailleurs sur la tête le casque Adrian, et il est porté sur un lit de feuilles de laurier, autrement dit en gloire pour l'éternité, par ses soldats. Donc vraiment un monument extrêmement fort en symbole. En témoignent d'ailleurs également les reliefs qui rendent ce monument funéraire, qui représentent les diverses unités des poilus, tant des unités à pied, des fantassins, que des unités de cavalerie. Et par cavalerie, j'entends en particulier des personnages sur des chevaux, mais également des chars. Vous avez notamment le char Renault FT-17, faible tonnage 1917, qui est représenté et qui montre justement cette période transitoire qui est sans doute la Première Guerre mondiale, avec beaucoup de modernité, l'utilisation de chars d'assaut, de mitrailleuses, des premiers avions également, de grenades également, et en même temps des choses plus anciennes telles que la cavalerie et montée à cheval. Le dôme est relié au cœur de l'église Saint-Louis des Invalides par la Grande Verrière. Celle-ci est réservée aux soldats pensionnaires de l'Hôtel des Invalides. Dès 1679, les habitants pouvaient et surtout devaient assister aux messes. Aujourd'hui encore, des messes, des cérémonies y ont encore lieu. On peut y voir, accrochés sous la voûte, les drapeaux et les bannières pris à l'ennemi lors des différentes campagnes militaires. La continuité entre la mission première des Invalides et le rôle de nécropole prend tout son sens. Les Invalides sont le lieu où viennent se rassembler les vieux soldats. Il est normal qu'y soient enterrés les plus grands chefs militaires. Les Invalides, aujourd'hui encore, continuent d'exercer sa fonction première, c'est-à-dire accueillir des blessés de guerre. Situé au sud du site, de part et d'autre de l'église des soldats, l'Institut national des Invalides accueille 70 pensionnaires, âgés de 30 à 100 ans. Monsieur Cressenville, âgé de 100 ans, est l'un de ces pensionnaires. J'avais un camarade qui était là, d'Alva, et il m'avait dit on vieillira ensemble. Et puis, je sais pas, ça me plaisait. On est bien, on s'occupe de nous. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on nous le donne. Oui, je trouve que c'est mieux qu'une maison de retraite. Il faut un certain taux d'invalidité. Je crois que c'est 90%, au moins. Moi, j'ai 90, j'étais juste. J'ai fait ma demande et puis ça m'a allé. Le monument a évolué au cours des siècles. Créé en 1905 par la fusion du musée d'artillerie et du musée historique de l'armée, le musée de l'armée est un musée militaire national. Il s'étend sur les ailes est et ouest autour de la cour d'honneur. Plusieurs départements composent ce musée. Le département armée-armure ancienne. Des pièces uniques y sont exposées qui permettent de retracer l'histoire militaire du XIIIe au XVIIe siècle, de Saint-Louis à Louis XIII.
La salle royale regorge de pièces rares et inestimables, comme cette armure de François Ier. François Ier dont une autre armure est l'attraction phare de ce département. Elle a connu une histoire pour le moins assez rocambolesque. À l'origine, c'est une commande faite par François Ier, donc en Prusse. Cette commande n'a jamais pu être honorée finalement. Et c'est bien plus tard, 3 siècles plus tard, au XIXe siècle, après la campagne de Prusse en 1806, que Napoléon Bonaparte, après la bataille de Iéna, ramènera finalement cette armure en France. Ce département est situé dans l'un des anciens réfectoires de l'Hôtel des Invalides, une salle où des immenses peintures murales décorent les lieux. Ces peintures sont d'origine, c'est-à-dire du XVIIe siècle. L'auteur de ces peintures est Joseph Parocel, un célèbre peintre de bataille, et qui présente ici en particulier la guerre de Hollande, une guerre menée par le roi Louis XIV dans le courant des années 1676, 1678, 1679. Ce sont donc des scènes de bataille intervenues pendant cette campagne militaire, notamment la bataille de Cambrai ou Valenciennes encore, qui sont présentes devant nous. Le département moderne, lui, retrace l'histoire militaire, politique et sociale de la France de 1643 à 1870, de Louis XIV à Napoléon III. Un espace aménagé au 2e étage dans les anciens dortoirs. Dans ce département, on découvre une collection riche et unique au monde. Uniformes de soldats, pièces de luxe, tableaux représentant les grands chefs militaires, mais aussi explication des différentes batailles qui ont marqué l'histoire de France. Les collections relatives à Napoléon Ier sont remarquables et très populaires, comme le tableau de Ingres, Napoléon Ier sur le trône impérial, datant de 1806. Ce département permet de découvrir le quotidien de Napoléon lors de ses grandes campagnes militaires. Ça témoigne de la simplicité sans doute que l'on pourrait qualifier de l'empereur lorsqu'il est en campagne militaire. Lorsque vous regardez le lit, c'est un simple lit de camp, aucun confort particulier. C'est assez sommaire finalement, lit dans lequel Napoléon passait peu de temps d'ailleurs, il dormait 3 à 4 heures par nuit maximum, très actif, très organisé. Et puis toujours témoin de cette simplicité que voulait Napoléon auprès de ses soldats, l'association de la redingote et du bicorne, de ce chapeau, c'est beaucoup de simplicité encore une fois. Vous voyez la redingote, il n'y a aucune distinction de grade, aucune décoration notamment. Ici elle est propre, sur un champ de bataille on peut imaginer qu'elle était nettement plus sale, de la boue ou encore des émanations de poudre. Quant au bicorne, vous avez simplement sur le côté droit pour nous, ou gauche du bicorne, cette cocarde tricolore, donc beaucoup de simplicité. Je vous rappelle que l'un des surnoms de Napoléon c'est le petit caporal, un surnom qui lui a été donné par ses soldats et qui est sans doute témoin de cette proximité que voulait le général empereur avec ses soldats, et cette simplicité justement qu'il a visuellement auprès de ses soldats. Au rez-de-chaussée, dans la salle Vauban, un cortège de 14 cavaliers du Consulat jusqu'au Second Empire, réalisé grandeur nature. Enfin, le département contemporain. Il retrace l'histoire de l'armée française de 1871 à 1945 et revient avec plus de précision sur les 2 guerres mondiales. 1 millier d'objets sont montrés et servent à illustrer l'évolution de la guerre, de l'armement, des techniques de combat. Des uniformes authentiques y sont exposés, certains ayant appartenu à de grands chefs militaires. Dans la salle Joffre, on comprend l'importance de l'armée d'Afrique et de l'armée coloniale. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale, avec films d'époque. La salle des poilus permet aux visiteurs de découvrir cette pièce rare et unique. Un uniforme de poilu tué au combat, encore taché de boue, part importante du quotidien des poilus. Des reliefs de tranchées pour illustrer cette guerre, les poilus en situation. Et enfin, l'armement de la Première Guerre mondiale. Vient ensuite la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation allemande. L'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Le régime de Vichy. Et surtout le débarquement en Normandie et la libération de la France. C'est là que se termine l'histoire militaire de la France aux Invalides.